Vermeil, Béatrice Réor, Jean-Pierre Fenouil qui donne pouvoir à Nicolas Paget, Alexandra Cambon, Corinne Martin, Xavier Moureau, Christelle Jablonski qui a donné pouvoir à Alexandra Cambon, Céline Kramer qui a donné pouvoir à Claude Avril, Claudine Maffre, Fanny Lozin-Jeudi, Jean-Pierre Blairon, Marie-France Laureau, Bernard Vaton, Carole Normani qui donne pouvoir à partir de 10h à Bernard Vaton, Louis Biscara qui a donné pouvoir à Martial Kesta, Georges-André Fleury qui a donné pouvoir à Denis Brunet, Martial Kesta, Sandrine Clise, Denis Brunet, Jean-Pierre Pazero, Aline Landrin qui a donné pouvoir à Valérie Andrès, Claude Bourgeois qui a donné pouvoir à Catherine Gaspa, Céline Benex qui a donné pouvoir à Joël Eckmayer, Pierre Marquesto, Joël Eckmayer, Valérie Andrès, Patrice Dupont, Jonathan Argenson qui a donné pouvoir à Denis Sabon, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon, Marie-Thérèse Galmard. Le quorum est atteint. Je vous propose de désigner Xavier Marco comme secrétaire de séance. Pas de difficulté? Pas de difficulté. Alors, vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Non, pas de remarques. Approbation du procès-verbal du 19 mars 2024. Vous avez été destinataire du PV sommaire de la séance du 19 mars. Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas de remarques. On passe au vote, du coup. Ah. Mais oui, donnez un peu de temps. Vous êtes trop pressés à Orange. Ils sont trop pressés à Orange. Ils ont l'habitude que tout aille vite. Exactement. Alors, il nous manque les scrutins de Céline Benex, Louis Biscara, Jean-Pierre Blairon, mais qui n'est pas arrivé, Joël Eckmayer, Céline Kramer, Fanny Lozin-Jeudi, Xavier Marco, Jean-Pierre Pazero. Oui, je vois bien. Vous avez amélioré la résolution? Parce qu'avant, j'avais que des petits bouts. Oui, mais je préfère bien voir. Allez, mon colonel, ça marche ou pas? Ah bah, vous voyez, avec... J'avais dit, les orangeois sont trop pressés. On est bon. Alors, 37 votants, 34 votes, 32 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. On passe au gros morceau. C'est une séance spéciale Nicolas Paget aujourd'hui. Et donc, on passe au compte de gestion, monsieur le Premier vice-président. Merci Président. Le point numéro 1 concerne les comptes de gestion de l'ensemble de nos budgets. Ils vous ont été communiqués, ils sont en tout point conformes à nos comptes administratifs, ils sont établis par le trésorier. Je vous propose donc de les approuver et de prendre le temps de commenter les comptes administratifs qui suivent juste après. Est-ce qu'on est... on passe au vote? Pas de questions, on est tous rompus à l'exercice. Donc sur les comptes de gestion... Bon, alors, compte de gestion, budget principal. On n'a pas eu votre scrutin, Madame Normani, s'il vous plaît. On ne peut pas voter d'un bloc? Bon. La même pour Grange Blanche 2. La même pour budget annexe prestation de services.
La même pour le SPANC, s'il vous plaît, chers collègues. Budget annexe O, compte de gestion. Budget annexe assainissement, toujours le compte de gestion. Pas d'inquiétude, on ne vous passe pas les budgets en loose dé. Merci, au suivant. Compte de gestion mobilité. Merci, au suivant. Et compte de gestion... Non, des déchets, c'est bon. Ouais, déchets. On passe à l'élection du président. Merci pour cet épisode particulièrement passionnant et laborieux. Alors, on passe au dossier suivant, l'élection du président de séance. Et je vous propose la candidature de Nicolas Paget pour la partie budgétaire et compte administratif. Alors, il nous manque Monsieur Vermeil, Claude... Ah, 34%, enfin 100%, pardon, unanimité, c'est un score châteaunevois, comme on dit dans le métier. Et donc, du coup, félicitations Nicolas pour cette brillante élection. Merci. On passe tout de suite au dossier 3 à 10 qui concerne les comptes administratifs de nos différents budgets. Je vous propose de les aborder tous ensemble et puis de répondre à vos éventuelles questions avant de les voter un à un comme on a pu faire pour le compte de gestion. On passe tout de suite au budget principal. Vous avez les maquettes qui vous ont été transmises. Juste quelques éléments sur lesquels je souhaiterais insister. Vous avez noté qu'on en avait parlé lors du rapport d'orientation budgétaire qui était particulièrement exhaustif, que nos dépenses de fonctionnement ont augmenté, mais comme dans toutes nos collectivités, de près de 9,6%. C'est intimement lié à deux chapitres, évidemment le 0,11 qui a été frappé par notre crise inflationniste et qui va se poursuivre encore cette année, puisque notamment les filets de sécurité vont s'arrêter sur les dépenses énergétiques. Et puis sur le 0,12, nos dépenses de personnel liées aux différentes mesures gouvernementales qu'on a connues sur l'exercice 2023 et qui vont nous frapper cette année de plein fouet sur une année complète, et on le verra en budget primitif juste après. Nos recettes ont connu la même dynamique parce que nous avons eu des recettes exceptionnelles, avec notamment la vente de l'ancien siège à Bédaride. En termes d'investissement, un petit mot simplement pour dire que nous avons investi massivement cette année parce que nos projets étaient à maturité et que nous sommes une intercommunalité qui investit. C'est plus de 38% sur le chapitre 23, plus de 73% sur le chapitre 21. On a investi massivement. On est sans doute une des intercommunalités qui investissent le plus, alors même
puisque nous ne levons pas le foncier bâti intercommunal, je préfère le rappeler. Ce qui nous donne un résultat en investissement de 2 070 000 € et en fonctionnement de 3 655 000 €, soit un total cumulé de 4 725 659 €. Nous en affecterons les résultats juste après. Les grands investissements ont concerné évidemment Daladier, ont concerné à Orange le boulevard Victor Hugo dans le cadre du contrat d'axe à Courthézon, tous les travaux divers de voirie sur les 5 communes, les opérations du pôle échange multimodal à Orange, l'aménagement de la route d'Orange à Caderousse, les acquisitions de matériel et les autolaveuses pour toutes nos communes, et puis les travaux d'aménagement du giratoire à Châteauneuf-du-Pape pour les grandes lignes. Je vous propose de commenter les différents budgets annexes. Le budget annexe de l'eau, qui est un budget qui a pris son rythme de croisière aujourd'hui. Vous savez qu'on profite des travaux de voirie pour renouveler nos réseaux enterrés. Nous avons eu 1 132 000 € de dépenses d'investissement cette année pour 801 000 € de recettes. Nous avions des résultats reportés positifs, ce qui nous permet d'avoir un résultat de clôture de 278 648 € en investissement et en exploitation de 2 588 000 €. Le budget annexe assainissement, c'est le budget qui connaît une certaine volumétrie cette année, le compte administratif, puisque nous avons eu les 2 steps de Caderousse et de Jonquière qui ont été réalisés sur l'exercice 2023, avec près de 4 772 000 € de dépenses d'investissement sur l'exercice, 4,8 millions en recettes. On a des restes à réaliser assez importants de 686 000 €, ce qui nous donne un besoin de financement de 701 000 € sur cette section. On le verra aussi dans les affectations de résultats derrière. La gestion des déchets, un budget qui monte en puissance avec un besoin de financement de 724 000 € en investissement. On a besoin de matériel toujours plus important sur ce budget annexe. En fonctionnement, un résultat de clôture qui s'établit à 1 712 000 €. On avait donné les grandes orientations, notamment dans le rapport d'orientation budgétaire. Le budget d'annexe mobilité, en investissement, on termine à 275 000 €. En exploitation, on a un résultat de clôture à 906 000 €. Mais je rappelle qu'on va avoir une revalorisation de la DSP qui devrait avoir un impact significatif sur ces excédents en exploitation. Un budget qui connaît maintenant le plein encaissement de ses recettes, là où nous avions eu quelques retards en la matière. Prestations de services, c'est un budget qui prend de l'ampleur puisque chaque commune fait toujours un peu plus appel à l'intercommunalité pour certains services et présente un résultat de clôture de 54 000 €. Et enfin, Grange Blanche 2, vous le savez, c'est le fil rouge. Chaque année, je vous disais qu'on allait le clôturer. On ne le clôture pas puisque nous avons une opération de cession-acquisition l'année prochaine de terrain, puisque le règlement de zone n'a pas été réalisé sur une parcelle. Donc nous allons racheter le terrain pour le remettre à la vente. Mais aujourd'hui, la section investissement présente un déficit de 2 550 000 €. La section fonctionnement, un crédit de 1 550 000 €. Nous pourrons procéder après ces opérations-là à la clôture définitive de ce budget annexe, mais vraisemblablement ce ne sera pas pour 2024. Et le SPANC, notre plus petit budget, vous le savez, qui concerne les contrôles et qui présente un résultat de clôture de 335 € à la fin. Nous avons donc un total de tous nos budgets de 72 millions en recettes et de 64 millions en dépenses. Les APCP, vous les connaissez, on en a parlé lors des rapports d'orientation budgétaire. On avait également parlé des grandes orientations qui seront suivies dans le PPI, qui ont été démarrées en 2023 et qui vont se poursuivre en 2024. Mais je propose qu'on l'aborde plus amplement en budget primitif et on se tient à votre disposition pour répondre aux questions avant de faire sortir le président pour les votes. Oui, Madame Normani. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai effectivement quelques questions. Donc je reprends en fait l'analyse que vous faites du bilan 2023 et votre projection sur 2024. Donc vous préconisez même fiscalité, bon, sachant quand même que la taxe des ordures ménagères avait augmenté de 41% en 2021. Donc voilà, vous dites, et par ailleurs le service s'étant dégradé. Là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a matière à discuter. Donc, même fiscalité, baisse des investissements, recours à l'emprunt à ce jour à 6,5 millions et vous préconisez également contenir les dépenses.
sachant quand même que je note que nous avons des dépenses réelles de fonctionnement 57% plus élevées que la moyenne de la strate. Donc je ne suis pas sûre que contenir les dépenses va suffire. Ensuite, donc voilà, par rapport à toutes ces remarques, je me permets de reposer la même question que lors du ROB, car Monsieur le Président n'y avait pas répondu. Donc ma question, c'est et après 2024, quelle vision en fait avez-vous pour notre intercommunalité dans les 5 et puis 10 années éventuellement prochaines années? Allez-vous du coup continuer à recourir à l'emprunt? Avez-vous prévu de maintenir un niveau de dépenses de fonctionnement beaucoup plus important que la moyenne nationale? Et enfin, quel levier allez-vous utiliser pour redresser la situation qui nous amène vers un effet ciseau que vous avez annoncé dès 2021? Donc voilà, c'était un petit peu quelle était votre stratégie de développement par rapport aux années qui arrivent. Avant de laisser la parole au Président, s'il veut compléter, simplement quelques remarques. Vous évoquez que nos dépenses de fonctionnement sont supérieures à la moyenne de la strate. Oui, c'est vrai, et c'est nos attributions de compensation. Ce n'est pas nouveau. Depuis le début du mandat, on l'évoque. Nous avons une intercommunalité qui redistribue massivement aux communes. Alors effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas comment les communes pourraient faire si ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, notre intercommunalité redistribue bien plus que ce que les autres intercommunalités distribuent. Et vous pouvez regarder le détail de nos dépenses de fonctionnement, c'est bien ce poste-là qui pèse lourdement sur nos dépenses de fonctionnement. Deuxième sujet sur lequel je veux rebondir sur ce que vous évoquez, oui, effectivement, la fiscalité est maintenue parce que je crois que tous nos citoyens sont frappés par la crise inflationniste, on le vit nous tous, à la fois sur nos dépenses énergétiques, à la fois sur notre chariot à Carrefour, et on le voit au quotidien, nous, en tant que maires, des familles qui rencontrent de plus en plus de difficultés à payer le ticket cantine. Et donc, je crois que c'est à nous de faire preuve de résilience, à faire preuve d'agilité, à faire preuve d'inventivité pour rendre toujours un service public de qualité, investir pour notre territoire, et c'est ce qu'on fait sans toucher à la fiscalité. Je crois qu'au contraire, on peut s'en féliciter. Et puis enfin, sur les investissements, vous savez, il y a des investissements qui se poursuivent. Le PPI est toujours assez conséquent. On a des APCP qui sont en place. Cette année, en 2023, nous avions investi massivement parce que nous avions des projets à maturité, mais je crois que ce n'est pas la fin des investissements. Le président pourra sans doute le confirmer. On est un territoire qui souhaite investir, on est un territoire qui veut mettre en avant son cadre de vie. Claude Avril le met souvent en exergue, et je crois que ça va continuer pour l'avenir. Je ne suis pas voyant, je laisse le président en parler s'il le souhaite. Oui, merci Monsieur le Premier vice-président pour effectivement, c'est ça, hein, les dépenses de fonctionnement qui sont massivement plus hautes dans notre interco qu'ailleurs, c'est les attributions de compensation qui se révisent à l'unanimité, c'est le règlement. Il est vrai qu'il y a aussi ce que je vous avais déjà dit, hein, ce dont j'avais déjà fait état, c'est à savoir le départ de Sorgues et Bédaride qui n'a toujours pas été arbitré 6 ans plus tard et qui est à la défaveur, encore une fois je vais le redire, hein, qui est à la défaveur de l'intercommunalité d'Orange. Parce qu'on nous fait peser des dettes qu'on ne devrait pas nous faire peser et on nous enlève des recettes qui devraient nous être propres. Bon, donc ça c'est déjà un petit problème. Et toujours encore une fois, comme je le disais, malgré qu'on porte une dette qui n'est pas la nôtre, on investit en un an ce que nos voisins, ce que ceux de la Casque, où est parti Sorgues et Bédaride, investit 11 millions en 3 ans, là où on en a investi 11 cette année, où on va en investir 17 l'année prochaine de mémoire. C'est ça 17, monsieur X ? Oui, 17. Bon, c'est ce qu'on fait en une année. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu de budgéter. Il y a toujours des restes à réaliser, vous connaissez les... Bon, donc, on a des dépenses d'équipement. J'aurais préféré que vous insistiez plus là-dessus. On a une moyenne de dépenses d'équipement qui est sensiblement plus grande que celle de notre strate, malgré justement des dépenses de fonctionnement qui sont plus grandes que celles de notre strate. Bon, et ça, on le doit effectivement au travail qu'on fait au sein du bureau et aussi que les services font, parce que justement, on arrive à faire plus avec moins d'agents, parce qu'on a une masse salariale qui est sensiblement, là aussi, inférieure à la moyenne de notre strate. Donc c'est quand même assez intéressant, je pense même que c'est inédit. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un peu ce que je vous disais. Moi, on peut parler de développement économique. Je pense que le seul développement économique valable d'un point de vue intercommunal ou communal, c'est l'investissement. Bon, quand on investit les volumes qu'on investit chaque année, je pense qu'on crée du véritable développement économique, on crée, en plus d'améliorer le cadre de vie. Et donc, la grande ligne, elle est là. Nous, on n'est pas là pour faire de l'inflation personnelle. On est là pour investir dans un contexte que vous aurez compris, parce qu'il est
il est à la lumière de, j'allais dire, sans parler de nos diverses étiquettes, mais de notre, j'allais dire, de notre identité un peu propre qui est quand même assez enracinée, plutôt pour la défense de notre patrimoine et pour le bon cadre de vie. Alors vous allez dire comparaison n'est pas raison, mais je vais le dire quand même, on veut faire l'exact inverse d'Avignon en fait. On veut que toutes les mobilités puissent avoir cours sur notre territoire. Le vélo, on en est ravi, mais pas que. Il faut pouvoir prendre sa voiture, on y est assez attaché. Les transports en commun, ça s'applique plus pour l'instant à Orange qu'ailleurs, et ça, je pense qu'on a tous trouvé un bon équilibre. C'est ça qui nous anime. Voilà. Si on pouvait faire plus, on ferait plus. Si on pouvait, mais encore une fois, comme l'a dit Nicolas, réviser les AC pour arriver à un ratio qui vous conviendrait plus, je ne suis pas sûr que, vu les temps qu'on traverse, ce serait bon pour les communes. Et malgré tout, je pense que c'est bon qu'il y ait une solidarité intercommunale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en a parlé beaucoup dans la précédente séance, mais si on veut que l'interco agisse plus, ça voudrait dire qu'il faudrait que les communes mangent plus les leviers que leur donne l'interco. Bon, ça, c'est à voir, on verra bien ce que le temps dira, mais les grandes lignes, vous les voyez, vous les constatez, et quand vous faites le tour des communes de cette interco, je pense qu'ils sont assez visibles, et je pense que la réputation qu'on a, même auprès de nos voisins des autres intercos, est quand même plutôt bonne, que ce soit en termes de propreté. Alors vous avez parlé de ce sujet-là. Alors moi, on y est très sensible dans toutes nos communes. Moi qui fais un peu le tour des communes de l'interco, je trouve qu'on a plutôt la chance que ce soit particulièrement propre, ce qui n'est pas forcément le cas quand je vais dans certaines intercos. Et je pense que ça fait par exemple partie de notre cœur de métier. Voilà. Typiquement, on est en plein dedans. La propreté urbaine ou le fait de pas ou la collecte des déchets. Et Dieu sait s'il fut un temps, il y a eu des problèmes, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais là, je pense que ça nous est plutôt reconnu. Je pense que déjà rester dans son cœur de métier et continuer d'investir, c'est quand même assez important. Maintenant, encore une fois, vous voulez me dire où est-ce qu'on en sera dans 5 ou 10 ans. Moi, je prie pour qu'on puisse encore augmenter nos investissements, qu'on puisse arriver à continuer à maîtriser notre masse salariale et qu'on arrive, si on peut, ça c'est dans un monde idéal, qu'on arrive même à réduire la pression fiscale. Ça, c'est mon rêve, c'est mon idéal politique. Bon. Qui n'est pas non plus un rêve qui me semble utopique, mais il faut quand même prendre un contexte mondial en tête. Quand vous avez un déficit public qui est de l'ordre de 5,4%, quand vous avez une dette qui est à 108 ou 115% du PIB, quand vous voyez qu'à la tête de l'État, Monsieur le Président de la République tape sur son ministre de l'économie en lui disant on n'a pas un problème de dépenses, on a un problème de manque de recettes, donc ça veut dire de fiscalité, hein. Alors qu'on est le pays le plus imposé de l'OCDE, je m'inquiète, parce que c'est un peu ça les grandes lignes directrices, c'est ce qui est décidé à la tête de l'État. On est dans un pays qui est jacobin, qui est ainsi fait, où je vous l'ai déjà expliqué, on est passé d'un système légère autonomie des collectivités territoriales à un système de subventionnement généralisé. Je vous ai repris l'exemple assez fréquemment de la commune d'Avignon qui arrive à avoir 4 millions d'euros de dotation de la part de la première ministre de l'époque sans qu'il y ait véritablement d'explication. Et à l'inverse, nous, on nous aura raclé la DGF dans toutes les communes de manière assez drastique. Donc il y a aussi des contextes qui sont ce qu'ils sont. Et si j'ai bien compris, l'État va devoir emprunter pour son fonctionnement, ce qui est interdit aux collectivités, de 145 millions à 300 millions d'euros. Certains experts économistes estiment qu'on n'arrivera pas à les trouver sur les marchés financiers, qu'on n'arrivera pas à emprunter, du fait de la dégradation de la note, du fait de la mauvaise tenue des comptes publics, mais ça, j'allais dire, c'est depuis Valéry Giscard d'Estaing, si ma mémoire est bonne, même si j'étais pas né, en tout cas si ma mémoire d'étudiant est bonne. Donc dans ce contexte-là, quand on a déjà un État qui explique qu'il va aller racler les recettes des collectivités, que lui-même ne va peut-être pas pouvoir emprunter, et que donc il va aller taper sur ce qui fait tourner l'économie française, à savoir le livret A, et parce que c'est ça leur objectif, c'est d'aller ponctionner sur les économies, l'épargne des Français, qui est connu pour être le peuple le plus épargnant d'Europe. Comment voulez-vous que dans ce contexte que j'estime moi politiquement ou pré-insurrectionnel ou pré-révolutionnaire ou de paupérisation qui va ne faire que se massifier, comment voulez-vous que je vois plus qu'à 10 ans? Moi j'ai des grandes lignes, mais on est bien obligés tous, c'est ce qu'a dit Nicolas, de s'adapter au contexte. Encore une fois, je vous dis, moi je ne pense pas qu'il y ait un problème de recettes dans le pays. Je pense que quand on est le pays le plus taxé de l'OCDE,
avec des recettes qui sont ce qu'elles sont, je ne pense pas, à l'inverse du président de la République, que le problème soit un problème de recettes. Je pense qu'on a énormément de recettes, je pense qu'on est un pays très riche, tout en étant un pays très épargnant. Bon. Mais je pense que l'exemple devrait venir d'en haut. C'est-à-dire qu'on devrait cesser les cabinets d'expertise McKinsey à plusieurs milliards d'euros pour nous expliquer des choses que le bon sens ou que des fonctionnaires d'État pourraient avoir comme solution. Je pense qu'on pourrait faire plus confiance aux collectivités territoriales, pour moi en tête aux départements et aux maires. En l'état, ça n'est pas le cas, on est passé à la trique, hein. Le département n'a plus aucun levier fiscal, les communes essayent de ne pas le monter. Dans ce contexte-là, voilà où on en est. Moi, bien malin qui pourra dire je vais faire ci, je vais faire ça, quand l'horizon est aussi sombre, parce que, je vous le dis, et c'est des théories qui sont prises très au sérieux, et ça n'est pas bon, hein, parce que c'est le bout de la logique, si l'État ne peut pas emprunter sur les marchés financiers, je rappelle à la mémoire de tous de la Grèce, où on interdisait un certain nombre de volumes de retrait sur les comptes en banque personnels, où on a gelé les avoirs et les actifs de l'intégralité du peuple grec, parce qu'il fallait mettre en place une politique de rigueur. C'est un peu le système européen qui veut ça, c'est-à-dire qu'on fait la rigueur sur le peuple, et pendant ce temps, l'État central, ou les diverses présidences de la République, ou les divers premiers ministres, se gavent et ont un certain nombre de niveaux de dépenses qui vient bien de quelque part et qui vient de nos poches à tous. Voilà. Et encore une fois, il peut se passer plein de choses, mais là, ce sera un peu à l'État central de changer son fusil d'épaule. Si on continue sur cette lancée-là, de la destruction du service public tout en imposant de plus en plus, parce que ça a été annoncé par le président de la République, la hausse d'impôts est sur la table, je ne sais pas comment on va faire. Si on a un changement de mentalité à la tête de l'État, avec quelqu'un qui met d'abord, je ne vais pas dire au pain sec et à l'eau, mais qui rationalise les dépenses d'État et qui les recentre plus sur les collectivités territoriales, qui paradoxalement représentent, je crois, une partie majoritaire de l'investissement public. Je crois je n'aurai pas les ratios, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est les collectivités territoriales qui investissent le plus. L'économie finira d'être atone, on actera la récession, et là, qui est capable de dire ce qu'il aurait été capable de faire en 1936 pendant la crise mondiale? Moi, ça, je ne sais pas. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, écoutez, on connaît un peu le discours par cœur maintenant. Là, au bout de 4 ans, quand même, on a entendu et réentendu vos discours sur la politique nationale. Donc, je pense qu'on est tous bien au point sur ce que vous pensez. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est mon territoire et non pas la politique nationale. Et donc, vous ne répondez pas à ma question, c'est-à-dire... donc c'est le statu quo, si j'en déduis par rapport à ce que vous venez de dire. Et donc vous baissez les bras par rapport à notre taux de pauvreté de 23%, par rapport à notre taux de chômage beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Vous proposez rien qui nous mette sur une piste permettant de sortir, parce que si je ne m'abuse, ici au Conseil communautaire, nous avons la compétence sur le développement économique. Je crois que c'est ça. Et donc, aujourd'hui, vous me parlez d'investissement sur le cadre de vie, vous me parlez de services publics, etc. Mais à aucun moment, je n'entends investissement dans les entreprises, dans le développement entrepreneurial. Voilà, on nous avait promis des projets structurants, il n'y a toujours aucun projet, à part la réfection des routes. Mais effectivement, ok, la voirie, c'est la compétence de la communauté de communes, mais je pense qu'on a occulté, depuis le début du mandat, tout ce qui était développement économique, parce qu'il n'y a aucun projet structurant pour attirer de nouvelles entreprises. Monsieur Paget nous a bien expliqué qu'il y avait beaucoup travaillé, et en fait, les résultats sont quand même pas probants. Je veux dire, il y a un moment donné où on n'a pas de vision sur les prochains mandats, sur ce qui va se passer, sur les objectifs qu'on se fixe, financiers également. Parce que investir dans des routes, c'est dépenser, mais ça n'apporte aucune recette. Investir dans une zone d'activité artisanale, on a des ressources, on a des entreprises qui contribuent à la vie du territoire. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je répète depuis le début du mandat,
Et aujourd'hui, on est presque à la fin du mandat et il n'y a rien qui a émergé, aucun projet, aucune valeur ajoutée pour notre territoire. Voilà. Je me permets de répondre avant de relaisser la parole au président. Madame Normani, je vois que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement et je vous propose à la fin de la séance qu'on puisse mutualiser nos agendas et que vous puissiez passer une journée avec moi sur l'économique. On ira avec Madame Mathieu et vous verrez qu'on ne reste pas les bras ballants sur le sujet. Je veux juste vous rappeler que d'abord, on est une des seules intercommunalités de Vaucluse, si ce n'est la seule, à être présent au Salon international de l'immobilier d'entreprise à Paris chaque année pour tisser des contacts avec le tissu économique. Madame Mathieu, derrière moi, peut en témoigner. Et d'ailleurs, ces contacts aujourd'hui nous permettent d'installer quelques pépites sur notre territoire. Je rappelle aussi qu'on est en train de travailler massivement sur 3 secteurs, l'écopole, l'artillerie et Grange Blanche 3. Grange Blanche 3, à laquelle nous avons adressé un courrier à la ville de Jonquière en date du 20 février pour lui confirmer que nous portions et que nous prendrions les délibérations nécessaires pour l'accélération de cette zone. Et je peux vous assurer qu'on recense tous les besoins d'installation d'entreprises sur notre territoire et que cette zone sera très rapidement remplie. On travaille aussi auprès du SCOT à l'ouverture de Grange Blanche 4. Je vous rappelle que le temps d'administration n'est pas le temps d'entreprise. Pour vous citer un exemple, en avril dernier, le préfet m'appelle pour me dire le président de Panzani va vous appeler dans quelques minutes. Le président de Panzani voulait s'installer effectivement sur notre territoire. Sauf que nous n'avions pas, en termes de délai administratif, les possibilités de répondre au délai que lui, il souhaitait. Aujourd'hui, nous avons la chance de l'accueillir sur Entraigue. C'est une entreprise qui reste sur notre territoire et qui va créer de l'emploi. Mais encore une fois, les bras m'en tombent quand j'entends que vous dites que nous restons immobiles sur le sujet. Je pense que cette journée sera tout à fait favorable et propice pour qu'on puisse, vous puissiez voir la réalité du terrain. Oui, je suis tout à fait disponible, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, pour travailler avec vous sur ces sujets-là, puisqu'effectivement, ça me semble crucial de travailler sur l'entrepreneuriat dans notre territoire où il y a énormément de chômage. Ouais, il y a caca, faut concon. Non, mais c'est bon, ça va aller. Deux échanges, on est bien. Vous passerez un petit week-end avec Nicolas, je vous laisse faire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais essayer de simplifier le discours parce que vous ne m'entendez pas. Vous dites que ça fait 4 ans qu'on vous dit la même chose, mais je vous le dis avec bienveillance. Et parfois, je sors de séance, je me demande si j'ai été clair, et j'ai été clair pour tout le monde, et manifestement, sauf pour vous. Tous les maires de toutes colorations politiques vous expliqueraient exactement la même chose que moi. C'est pas en faisant des imprécations ou en dansant autour d'un pain que vous allez arriver à faire du développement économique. Encore une fois, je vous le dis, quand on envoie ce qu'on envoie, que ce soit à l'Interco ou à la commune en termes d'investissement, c'est du développement économique, c'est des emplois qu'on fait travailler. Et encore une fois, quand on connaît vos positions ailleurs, dès qu'il y a quelque chose d'économique qui se fait, ah mais non mais faut pas là, ah mais non mais là c'est pas la bonne place, ah mais non c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, donc au bout d'un moment, c'est une Interco qui avance plus que les autres, qui avance mieux que les autres, quoi que vous en disiez, et vous n'en êtes pas satisfait, ça, libre à vous, mais chacun juge l'arbre à ses fruits. Après, vous n'arrivez pas à le comprendre, donc je vais utiliser des termes un peu plus simples, parce que vous ne voulez pas traiter les causes, forcément, puisque c'est vous qui les avez mises en place, et vous tapez sur ceux qui gèrent les conséquences. C'est assez simple la situation. L'État, je vais le simplifier. L'État, c'est papa et maman en France. Papa et maman. Bon, ça, c'est l'État. Il donne des sous-sous chaque semaine aux enfants. Ça, c'est le système français. Les enfants, c'est les communes ou les intercos. Et donc, les enfants, à la fin de la semaine, ils essayent d'acheter un petit peu des trucs avec leur argent de poche. Si papa et maman, ils leur donnent moins des sous, les enfants, ils vont pouvoir moins investir. Voilà. C'est plus simple, peut-être, comme ça, mais c'est à peu près schématiquement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on perd, par exemple, pour Orange, 6 millions d'euros chaque année de dotation globale de fonctionnement, les enfants, ils peuvent moins faire. On serait dans un système où, je suis obligé de le tourner comme ça, on serait dans un système où les collectivités auraient un véritable levier fiscal et une véritable autonomie fiscale. Adressez-vous à M. Vaton, qui, pour le coup, je pense qu'on est sur les mêmes lignes politiques. On aurait une véritable autonomie fiscale, ça ne serait pas la même. Sauf que les collectivités locales n'ont plus d'autonomie fiscale. Donc, n'ayant plus d'autonomie fiscale, ce que vous nous demandez, c'est comment je fais si l'État vous étrangle pour que vous puissiez respirer. J'ai pas la solution. Et j'ai pas de quoi taper sur les États. Alors, je comprends que ça vous ennuie
vous qui militez âprement pour Emmanuel Macron, que je vous explique ce vers quoi il nous mène, mais ça, vous êtes... Non, mais vous ne pouvez pas me dire ça, vous êtes un soutien actif d'Emmanuel Macron. Je veux pas utiliser le public... Je ne veux pas utiliser le public à défaut, mais j'ai encore croisé des gens que vous connaissez très bien la semaine dernière militer pour Emmanuel Macron ou pour ses candidats. Mais j'assume mes responsabilités. Assumez les vôtres et celles de ceux que vous avez portés à l'État. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Brunet, je vous en prie. On a compris, on a compris. Ouais. Vous inquiétez pas, on a compris. En fait, c'est une remarque tout à fait neutre, mais les difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des besoins. On répond par ces besoins par de l'investissement. Et l'investissement, au bout d'un moment, donne des coûts de fonctionnement ou d'entretien. Et la difficulté qu'on a tous aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase de développement, on a des besoins, on investit, mais on ne fait que finalement précipiter cet effet ciseau qui, que dans les prochaines années, vont nous générer du fonctionnement, des coûts de fonctionnement et des difficultés, vu comme vous l'avez dit, l'État réduit l'argent de poche donc à ses enfants, quoi. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'est-ce qu'on viendra demain quand l'argent de poche ne sera plus là et qu'on aura des coûts de fonctionnement beaucoup plus élevés vu aux investissements qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, c'était juste une remarque. Donc si je comprends bien, il vaut mieux arrêter d'investir pour ne pas créer de charges de fonctionnement. Arrêter d'investir dans des choses qui ne rapportent pas. Et non, voilà. Disons que la difficulté, elle est là, c'est ça. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'investir, mais la difficulté, elle est là, oui. Vas-y. Ouais. J'attire votre attention quand même comptablement, c'est que malgré la situation, l'année dernière, on avait viré 1,5 million de la section de fonctionnement, d'excédent de fonctionnement vers la section d'investissement. Cette année, on est arrivé à en envoyer 3. C'est qu'on arrive quand même à plutôt pas trop mal gérer. Moi, encore une fois, je vous dis, je pense que l'un des derniers leviers qu'on a, c'est effectivement l'investissement dans le cadre de nos compétences. Mais ça, après, il y a 2 écoles. Il y a manifestement celle de Jonquière et celle des autres communes, qui sont les nôtres. C'est tout bon? C'est tout bon? C'est tout bon. Allez. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, j'invite le président à quitter la salle pour que nous puissions procéder au vote de nos comptes administratifs. Donc là, on s'abstient surtout. Et on commence tout de suite par le vote du compte administratif du budget principal. « 26 pour, 7 abstentions. Le budget est adopté à la majorité. Je vous remercie. On passe tout de suite au compte administratif suivant qui concerne le budget annexe de la Grange Blanche 2. « 26 pour, 7 abstentions. Le budget est adopté à la majorité. Compte administratif du budget annexe prestations de services. Budget adopté à la majorité. Je vous remercie. On passe au compte administratif suivant. Le SPANC. « 26 pour, 7 abstentions, adopté à la majorité. Le compte administratif du budget annexe de l'eau. « 26 pour, 7 abstentions, compte administratif adopté à la majorité. On passe au budget annexe de l'assainissement.
Donc Sandrine Clise, qui n'a pas été enregistrée. « 26 pour, 7 abstentions, adopté à la majorité. » Le compte administratif budget annexe mobilité. « 26 pour, 7 abstentions, c'est adopté à la majorité. » Le compte administratif gestion des déchets. Oui. On finit les opérations de vote, s'il vous plaît. Merci. Pierre Marquesto, on n'a pas eu ton vote. Pierre. « 26 pour, cette abstention, adopté à la majorité. » Et nous avons fini d'adopter les comptes administratifs. Je vous invite à faire rentrer le président, s'il vous plaît. Bien, les présidents, les comptes administratifs ont été tous adoptés à la majorité. Merci. Alors, dossier numéro 11, c'est lequel? Oui, allez-y, on vous écoute. Je reviendrai sur le budget des déchets juste un instant. J'ai fait une petite rétrospective. Donc, on avait un projet d'incinérateur qui a été abandonné. On a augmenté la taxe des enlèvements des ordures ménagères de 41% en 2021. Là, on constate donc un excédent de fonctionnement de 2,5 millions. Et on a un problème de dégradation du service vis-à-vis de la collecte des déchets. Donc cette fois-ci, je vous propose également de mettre ce sujet au débat public pour essayer d'en sortir des perspectives, des leviers, pour essayer d'améliorer le service et d'améliorer la gestion par rapport à tous les points que je viens de relever. Oui, merci. Alors, plusieurs choses, mais je crois que je ne l'ai peut-être pas dit. La taxe des enlèvements des ordures ménagères, on l'a augmentée à cause de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui est arrêtée nationalement. Et ça a été un facteur, l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui a frappé, pour le coup, tout interco confondu. Bon. Donc, et nous, on l'a fait, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde, de beaucoup, mais pas de tous, en créant un budget annexe justement pour faire ça. Le problème à l'instant T où on vous parle, c'est qu'on avait des projections quand on a fait l'augmentation jusqu'à l'horizon 2025, où on prenait 130% d'augmentation, je ne sais plus combien. Grosso modo, dans ces eaux-là, on passait du simple au double bien tapé, et qu'on n'a pas de projection à venir au-delà de 2025. Mais parti comme c'est parti, et vu la demande de recettes qu'a formulé le président à son ministre de l'économie, je crains qu'on ait une augmentation à venir de la TGAP. On a aussi des investissements à faire tourner. On a repris un certain nombre de missions aussi en régie. Moi, alors, si vous avez des lieux où vous trouvez que la collecte se passe mal, il faut le dire, parce que moi, ce n'est pas le retour que j'ai de la part de mes collègues maires, et c'est typiquement le genre de choses où et à juste titre, hein, où les citoyens sont très alertes et où ils n'hésitent pas à nous dire quand ça ne va pas. Donc, moi, pour le moment, j'ai plutôt des bons retours, enfin, surtout quand je vois ce qui s'est passé. Ça a sûrement des explications et je ne rentre pas dans les détails, hein, mais surtout quand je vois comment ça s'est passé à Avignon, je crois,
ou dans d'autres intercos, enfin sur nos intercos voisines, il y a beaucoup effectivement de problèmes, et notamment de problèmes de propreté. Il y a encore aussi une quadrature du cercle, c'est que sur le papier, il y a une obligation de proposition pour le moment d'exutoire des biodéchets. Certaines intercos ont voulu être beaucoup plus en avance sur la réglementation et ont mis des colonnes à proprement parler de dépôt de déchets de table. Je vous avoue que moi je n'y suis pas favorable pour des questions d'hygiène et je crois que l'actualité des collectivités m'a donné raison puisque j'ai oublié l'interco, mais il y avait une interco qui avait fait ça et ça a été arrêté, ces colonnes de biodéchets à la demande de la préfecture justement pour des questions d'hygiène assez dramatiques. Et c'était pas dans le sud de la France. Donc j'ai du mal à imaginer des colonnes de biodéchets, bien que sur le papier ce soit vers ça que le législateur veuille qu'on tende. J'ai du mal à imaginer une saison estivale, alors qu'on fait très attention au cadre de vie, d'ajouter effectivement une zone de tri environnementale sur le papier, mais où pour le moment les exutoires sont ou à Marseille ou à Lyon. Donc créer des colonnes de biodéchets pour finalement avoir une facture carbone qui va être énorme parce qu'on va envoyer des norias de camions ailleurs, ça me paraît inadéquat. Alors, il n'y a jamais eu d'incinérateur, ça il faut pas que j'oublie. On n'a pas fait de projet d'incinérateur. On a un projet qui est toujours en cours, mais qui a des contraintes financières sur lesquelles on travaille, de création de récupération des ordures ménagères pour créer du CSR et pour créer une chaudière. Ça, c'est encore autre chose et sur laquelle serait adossée une unité de création énergétique. Donc ça, c'est toujours dans les tuyaux, mais ça demande une certaine dépense pour laquelle on essaye d'être justement de voir comment on peut faire, comment ça s'emprunte, quelles sont les autorisations sur lesquelles on peut passer. Et ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, les réglementations se durcissent au fur et à mesure. Bon. Donc le projet n'est pas du tout abandonné, mais sauf que c'est un investissement conséquent et donc ça se mesure et de toute façon, on a besoin... on fait de l'excédent, mais on fait de l'excédent pour une grande partie qui paye la TGAP, mais aussi pour les investissements à venir, que ce soit pour les camions ou pour le nettoyage, et c'est des montants qui montent très vite. Juste pour vous dire, mais je pense qu'on l'avait déjà passé lors du précédent conseil communautaire, on a repris la régie des collectes des points d'apport volontaire, pardon, et 2 camions, c'est 600 000 €. Je parle sous ton contrôle, Pierre, c'est ça ? Bon, 2 camions, c'est 600 000 €. C'est pas, oui, c'est bon, c'est ça. Donc ça descend vite quand même l'investissement sur la propreté urbaine, mais ça nous semblait nécessaire de repartir en régie justement pour avoir plus de réactivité là où on l'a vu, la délégation, la délégation de services publics est pas toujours adéquat. Donc on essaie de trouver un juste équilibre entre ce qui doit être délégué au privé et ce qu'on doit prendre en régie. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand nombre de missions qu'on a repris en régie. Voilà, grosso modo. Mais si vous avez des suggestions ou s'il y a des points qui vous semblent pas propres, on y est toujours très vigilant. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, a priori, vous êtes très satisfait de vous-même. Ça ne me surprend pas bien, mais je pense quand même qu'on a un sujet sur les déchets. On a énormément de retard sur le tri sélectif. Et je pense qu'aussi, c'est un enjeu effectivement pour l'avenir, que ce soit d'un point de vue écologique ou d'un point de vue du coût pour la société de traitement des ordures ménagères. Depuis, vous me dites que le projet est toujours en cours, donc ça fait 4 ans qu'on a un projet évanescent, puisqu'on n'a vraiment aucun détail, et on n'en parle jamais, et depuis 4 ans, on nous dit il y a un projet. Donc voilà, c'est toujours, on essaye de vous croire, mais en même temps, il est difficile, quand on n'a pas de preuves, de voir que ça avance. D'autre part, je pense que, moi c'est mon avis, personne n'a tous les éléments et toutes les idées réunies en une seule personne. Je pense que la participation sur ces sujets-là, avec des gens peut-être qui ont des idées à apporter, des suggestions, peut être intéressante pour faire avancer le débat et pour faire avancer le sujet qui est, pour moi, un enjeu majeur des communautés de communes pour leur territoire. Moi, j'aimerais bien, mais le problème, c'est que vous ne donnez pas envie d'échanger. À chaque fois, moi, je pars avec les meilleures intentions du monde. Même la dernière séance, je vous ai dit, bon, ben, c'est bien, on arrive à discuter. Et puis, en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être agressif. Moi, je ne travaille pas dans ces conditions-là. Donc, je vous laisse à Camaret expliquer ce qui doit bien se passer à Orange, puis ça vous regarde. On est bon ?
Allez, dossier numéro 11, Monsieur Paget. Le dossier numéro 11, très traditionnellement, concerne le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières de l'exercice 2023. Nous avons donc la liste qui vous a été communiquée, 414 000 euros d'acquisition, 1 812 000 euros de cession. Vous le savez, je vous l'ai indiqué, dans les cessions, nous avons notamment l'ancien siège à Bédaride. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. C'est une prise d'acte? Oui, non, c'est un vote. Ok, on passe au vote. Alors, 34 votes, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, toujours Nicolas. Merci. On passe sur la reprise et les affectations des résultats, avec tout d'abord l'affectation du résultat pour le budget principal. Nous avons donc une section de fonctionnement, comme je vous l'ai indiqué, qui termine à 3 655 000 euros. Une section d'investissement qui a un résultat de clôture de 1 070 000 euros. On a des RAR pour 1 178 000 euros, ce qui génère un besoin de financement de 108 876 euros. Il vous est donc proposé d'affecter ces 108 876 euros de la section fonctionnement à la section investissement et de laisser en section fonctionnement 3 546 769 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Bon, on s'en sort pas trop mal. Allez, on passe au vote. Madame Réor, on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. Alors, 37 votants, 34 votes, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 13. On passe à la reprise et à l'affectation du résultat de la section assainissement, du budget annexe assainissement. Une section d'exploitation qui termine à 106 000 euros. Une section investissement qui présente des RAR de 686 000 euros et donc un besoin de financement de 701 000 euros. On vous propose donc d'affecter l'intégralité du résultat de la section exploitation à la section investissement. Pas de questions? On passe au vote. Alors, 37 votants, 34 votes, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Reprise et affectation des résultats du budget annexe gestion des déchets. Une section exploitation qui présente un résultat de 2 436 883 euros. Une section investissement avec un résultat à 664 000 euros et des restes à réaliser en dépenses d'1 389 000 euros. Vous en parliez à l'instant, Président. Ce qui génère un besoin de financement de 724 000 euros. Il vous est donc proposé d'affecter de la section exploitation 724 000 euros à la section investissement et de conserver en section d'exploitation 1 712 615 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Passe au vote. Oui. Oui, bien sûr, pas de problème. 30... Oui, s'il vous plaît. Ouais. Alors, 37 votants, 34 votes, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Au suivant. 15. C'est à toi. On passe au dossier suivant qui concerne le vote des taux d'imposition des taxes directes locales. Alors oui, malgré la crise inflationniste, malgré les turbulences budgétaires, on est une intercommunalité qui continue à maintenir des attributions de compensation significatives pour les communes et qui continue à investir massivement sur son territoire,
tout en maintenant les mêmes taux d'imposition sans rajouter le foncier bâti intercommunal, je le précise, on est un des derniers. C'est dommage que Mme Normani nous quitte à ce moment-là. Elle aurait pu mettre en avant cette réussite pour notre territoire. Donc, taxe foncier non bâti additionnelle à 4,10 qui générera des produits attendus à 116 000 €. CFE à 35,12 maintenu pour un produit attendu à 7 486 000 €. Taxe d'habitation additionnelle à 8,28 pour un produit attendu de 322 000 €. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Vaton. Oui, ben, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Paget, nous allons voter pour ce dossier. Il va neiger. Il va neiger. Si vous pouviez faire remonter en haut lieu, qu'il ne nous remonte pas, qu'il fasse pareil que nous, on serait ravis. Hein. C'est clair. Allez, 37 votants, 34 votes, 34 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Le dossier suivant concerne la fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2024. Le président l'a évoqué tout à l'heure. Malgré la trajectoire de la TGAP qui nous attend, malgré la poursuite des investissements sur ce budget annexe, eh bien, nous maintenons notre taux avec un produit attendu de 9 270 000 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors après, si l'État veut baisser le niveau de la TGAP, on est preneur aussi, si vous voulez faire remonter le sujet. Et ça, je pense qu'on ferait plaisir à toutes les intercos de France et de Navarre, pour le coup. 37 votants, 34 votes, 26 pour, 8 abstentions. Oh, 8 abstentions. Bon. Dossier est adopté, je vous en remercie, quand même. Dossier 17. Le dossier suivant concerne le renouvellement de la taxe GEMAPI. Alors vous savez que pour la taxe GEMAPI, on ne vote pas un taux, mais on vote un produit. Et en l'occurrence, ce produit, cette année, est porté à 1 200 000 € et non plus 1 million d'euros, pour deux raisons. D'abord, par rapport aux contributions des syndicats qui commencent à augmenter, et puis aux travaux aussi qui nous attendent. Xavier Marco pilote d'une main de maître ce sujet-là. On l'a vu aux dernières crues qu'on a connues ces derniers jours, et on l'a vu sur notre territoire, notamment avec Louvèze, et des digues qui sont fragiles à Violès, comme à Bédaride, comme à Courthézon aussi. On a dû d'ailleurs, avec l'intercommunalité, fermer le chemin de la digue à Courthézon. C'est assez significatif. On a des dossiers d'envergure qui nous attendent dans les années à venir. Oui, là je salue vraiment Xavier Marco et les syndicats de rivière avec lesquels on travaille, qui ne travaillent pas dans des conditions très simples. Que ce soit le SMEA, le SMOP, enfin l'Ouvèze provençal ou le syndicat EG. Je ne sais pas si mon colonel voulait en toucher un mot après, mais quand même je vous fais juste un petit historique que j'ai découvert récemment, donc ça me paraît intéressant d'en faire état à l'Assemblée. Il y a quelques années, vous savez notamment pour l'EG, le long de l'Aigle sur la partie orangeoise possède plein de propriétaires, donc sur la digue sur la rive gauche, c'est ça? Je parle sous votre contrôle, vous me corrigerez, hein, mon colonel, si jamais je commets des bêtises. Et donc il y avait un grand nombre, notamment pour Orange, de propriétaires qui n'entretenaient pas comme il le fallait la digue, et c'est une obligation. Et donc en son temps, l'État avait mis la responsabilité, avait fait un arrêté mettant en responsabilité la commune d'Orange pour l'entretien de cette digue alors qu'elle n'en avait pas la propriété. Donc ça nous rappelle une période qui va de 1917 à 1989, ce qu'on a appelé l'URSS, c'est-à-dire qu'il y avait manifestement plus de principe de propriété privée, et donc ça a permis à une partie de l'opposition orangeoise du reste de gloser un peu sur le sujet, et alors que la GEMAPI n'existait pas, alors que les syndicats de rivière étaient encore naissants à certains endroits. Et donc moi je salue vraiment le travail qu'a fait Xavier Marco et le SMEA, alors sur la partie orangeoise, mais il en va de même sur le SMOP avec ce que fait Jean-François Périlou et le syndicat, où ils travaillent dans des conditions qui sont assez compliquées, c'est-à-dire que les assurances refusent de les assurer pour des questions de responsabilité civile et de dommages, alors qu'il en va de la sécurité des personnes, et que qui de mieux que l'État pour gérer ce dossier normalement, avec des injonctions parfois contradictoires aussi, où notre responsabilité est engagée
tant vis-à-vis du président du syndicat de rivière que du maire ou du président d'Interco que je suis, mais que les maires que nous sommes aussi. Donc du coup, on est un peu là, une fois encore, dans un sujet où c'est la quadrature du cercle, et où, malgré tout, dans ce contexte, je vois, alors évidemment, les élus, mais comme les services techniques et les directions, redoubler de travail et d'inventivité pour protéger les populations de sujets qui devraient être, à mon sens, des grands sujets d'État, la protection des personnes, notamment sur la protection des cours d'eau, et où le rapport de force, notamment de l'État vis-à-vis des assureurs, par exemple, ne serait pas forcément le même que celui que nous avons au syndicat de rivière avec les assureurs, par exemple, ou que même nous avons vis-à-vis de l'État. Bon, avec parfois, je le redis, des injonctions contradictoires. Donc, encore une fois, ça fait partie des dossiers où on travaille peut-être trop à bas bruit, mais où le travail est fait, où la sécurisation continue de se faire, avec des contextes un peu étranges. Plus personne n'y comprend grand-chose sur la saisonnalité, et où on peut se retrouver avec des grandes crues ou alors des très grandes sécheresses. Moi, c'est la première. Alors, je parle sous le contrôle de tout le monde ici qui est orangeois. C'est la première fois de ma vie que je vois au mois de juillet l'aigle en eau. L'année passée, enfin, je ne sais pas de mémoire d'orangeois si ça parle à quelqu'un, c'est la première fois que je le vois. Donc, ce qui nous a causé d'ailleurs des retards sur l'installation de la passerelle du Jonquier. On y est arrivé, on a bientôt fini. Ça fait partie des projets qu'on ne mène pas, ça aussi. Donc, voilà, j'attire votre attention. Oui, je vous passe la parole, Monsieur Vaton, mais je tenais à saluer le travail des syndicats de rivières et de Xavier Marco en l'espèce. Voilà. Oui, pour parler des rivières, le problème principal, c'est pas tellement les riverains, c'est les carriers qui font n'importe quoi. Et je me souviens, pour avoir été plusieurs fois commissaire enquêteur à propos des carrières, les carriers creusent jusqu'à la nappe phréatique et très profond, ce qui fait que les digues s'affouillent et risquent de tomber. Donc on devrait reporter la responsabilité plutôt sur les carriers qui ne respectent pas leur engagement. Ils font la même chose d'ailleurs dans les carrières sur les montagnes. Allez-y, mon colonel, parce que je ne suis pas sûr que ça s'applique à nos cas. Non, je vais répondre, bien sûr. Bonjour, messieurs, dames. Simplement, les carriers, non, c'est fini maintenant, monsieur Vaton. Les carriers, effectivement, vous avez raison, ont affouillé les lits des rivières à telle preuve que les digues qu'on récupère maintenant aujourd'hui par l'obligation de la loi GEMAPI fait qu'elles sont complètement affouillées, pour certaines détruites. Et ça, c'est effectivement, vous aviez raison, mais depuis la première loi sur l'eau de 92, l'extraction des granulats dans les lits des rivières est interdite. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Alors maintenant, effectivement, on est en train de réparer tout ça. Alors effectivement, c'est des dégâts qui ont été provoqués par eux, mais ça, c'est l'économie du moment qui l'a imposé dans les années 50, 60 et autres, où c'était les 30 glorieuses, où on construisait à tout vent. Il fallait des matériaux, et que vous le savez que les matériaux les plus utilisés après l'eau, ce sont tout ce qui est extrait des carrières, que ce soit des roches calcaires ou des granulats de lits de rivière. Maintenant, ils sont extraits sur les côtés, mais plus dans le lit des rivières. Parce qu'ils avaient détruit, effectivement, vous avez raison, les systèmes d'endiguement qui protégeaient les populations. Et aujourd'hui, on est en train de réparer tout ça, ce qui est vrai. Et en fait, c'est nous qui payons les dégâts qu'eux ont fait. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est l'État qui nous l'impose. C'est pas nous. Oui, c'est même une chose qu'on ne devrait pas payer, ou en tout cas qu'on ne devrait pas remettre sur le dos du contribuable local, parce que normalement, le contribuable national que nous sommes aussi, du coup, par voie de conséquence, ça paye 2 voire 3 fois. On est entièrement d'accord. Maintenant, il y a ce sujet-là. Après, moi, je pense que on passe parfois du tout au rien. C'est-à-dire qu'on a pu laisser pendant quelques temps rien ne se faire. Maintenant, on a sanctuarisé le lit de la rivière. Ça peut s'expliquer, mais ça peut avoir ses limites aussi. Parce que parfois, avec le temps ou avec l'usage de l'eau, on peut avoir des embâcles qui se créent, et ça pourrait être parfois des opportunités aussi même économiques de pouvoir permettre de manière très ponctuelle l'extraction, mais raisonnée. Moi, je suis quelqu'un, je crois beaucoup à l'équilibre des choses. Je ne suis pas pour penser que la nature est parfaite. Je pense que la nature doit être maîtrisée, mais dans un cycle, je pense pas que l'homme soit un ennemi de la nature. Je pense qu'il est celui qui l'aide à la parfaire. Mais on le voit, le rien faire non plus. On a un certain nombre de zones aussi sur les carrières. Je parle encore sous le contrôle de Xavier Marco, où vous aviez des propriétaires
qui avaient laissé de la végétation se faire et qui du coup là aussi ont détruit les digues. C'est dans un temps où on révère, où on déifie même l'arbre, parfois ça peut nuire aussi aux ouvrages de l'homme qui viennent à protéger l'homme. Tout ça est un espèce normalement d'écosystème, de biotope, où on doit juger les choses de manière rationnelle et j'allais dire objective, plutôt que de toujours déifier une chose ou une autre selon la période. Fut un temps on déifiait la carrière, maintenant on déifie la nature. Je pense que la justesse est au milieu. Voilà, mais je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Excusez-moi, on a un peu, monsieur le premier vice-président, on a un peu digressé, mais je tenais à souligner quand même le travail fait. Ok, on passe au vote ? Là encore, si l'État voulait reprendre à sa charge la gestion des cours d'eau pour avoir une vision globale et d'ensemble, je ne m'y opposerai pas. Vous voyez, j'ai beau être alors je ne suis pas girondin, mais j'ai beau être pour la décentralisation. Là, typiquement, pour moi, c'est un sujet d'ordre national, quoi. Alors, 37 votants, 34 votes, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 18. Le dossier 18 concerne l'actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement. C'est chaque année que nous devons revoir nos APCP. En l'occurrence, nous avons toujours nos 4 APCP qui concernent le secteur gare à Courthézon, le PEM à Orange, le boulevard d'Aladier et Argençol. Et nous avons l'entrée de Courrèges cette année en APCP. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, petite remarque quand même, parce que j'y tiens, parce qu'on parle de Courrèges. Courrèges, on a eu le droit à peu près à tout, c'est-à-dire l'Office de la biodiversité française. On a eu le droit à des auditions de certains agents dans les locaux de la police judiciaire à Orange. On a eu le droit à une campagne médiatique assez importante. Et il s'avère, j'ai dit en conseil municipal, mais je le redis, et il s'avère que des riverains m'ont expliqué qu'en 90, il y avait eu un audit, alors que j'avais pas eu, dont je n'avais pas connaissance, qui était venu voir pour dire que les arbres qui avaient Courrèges, toutes essences confondues, dans 30 ans, il fallait les abattre. Bon, on y a manifestement 4 ans de retard. Vous êtes au courant qu'il a fallu s'adjoindre les services d'un écologue à la demande de la DDT, à la demande de l'État, pour un montant de 30 000 €, là où l'assistance à maîtrise d'ouvrage, je crois, ou si c'était la MO ou le BE, c'était 70 000 €. On aurait pu en planter des arbres, qui va sûrement nous dire qu'il faudra qu'on fasse ce qu'on avait prévu de faire, à savoir doubler le nombre d'arbres. Et j'ai découvert dans la presse que mon homologue et maire de Sérignan avait abattu 60 mètres linéaires avec une autorisation. Alors j'ai dit mais comment il a pu faire lui pour avoir l'autorisation d'abattre 60 mètres linéaires d'arbres, là où moi je n'ai toujours pas la réponse avec une position assez ferme de l'État. Et en fait le dépôt du dossier de mon homologue de Sérignan, c'est une page recto verso, sans écologue, et en disant qu'il allait planter à peu près le même nombre d'arbres que ce qu'il en avait enlevé. Bon, je laisse à chacun le soin d'apprécier cette information. Voilà. On passe au vote ? « 37 votants, 34 votes, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 19, toujours Nicolas. Merci Président. On passe au budget primitif pour l'exercice 2024. Là aussi, je vous propose de commenter l'ensemble des budgets primitifs de notre budget principal et de nos budgets annexes, et puis d'échanger et de répondre à vos questions avant de procéder au vote ensuite. On avait déjà évoqué les grandes orientations dans le rapport d'orientation budgétaire, mais on va y revenir assez significativement aujourd'hui. Un budget principal qui s'équilibre à 34,9 millions pour la section fonctionnement et 17,9 millions pour la section investissement. Un budget qui va être évidemment encore frappé par la crise inflationniste, avec un chapitre 11 qui est toujours en croissance et c'est intimement lié à la conjoncture. On le vit aussi dans nos collectivités locales. Des charges de personnel qui progressent aussi l'année prochaine, mais eu égard aussi les mesures gouvernementales, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont s'appliquer maintenant sur une année entière. Et je veux le souligner aussi parce qu'on le vit dans nos communes. Le chapitre 65, c'est toutes nos contributions obligatoires. Vous savez, alors dans nos communes, c'est le SDIS,
c'est les différents syndicats, mais qui augmentent également, puisque eh bien, ces syndicats connaissent la même crise inflationniste que nous et augmentent leur contribution auprès des communes et auprès des intercommunalités. Nos recettes de fonctionnement augmentent parce que nous avons notre résultat cumulé reporté qui est plus significatif que les années précédentes, signe que nos efforts en matière de gestion payent, puisque nous laissons plus de résultats en la matière. Et on va poursuivre ces efforts dans la résilience de notre fonctionnement. En termes d'investissement, on l'a dit tout à l'heure aussi quand on parlait du compte administratif, on a un volume d'investissement qui va perdurer, puisque la section d'investissement reste stable à moins 0,77%, avec des sections 21 et 23 qui vont s'établir autour de 5 et 7 millions d'euros, ce qui veut dire, encore une fois, comme le disait le Président tout à l'heure, une inscription budgétaire assez significative en matière d'investissement. Vous avez les APCP, vous avez les crédits d'investissement pluriannuels, on retrouve nos APCP que je vous ai évoqués à l'instant, on retrouve aussi les différents projets que nous avons sur nos communes dans le PPI. Voilà pour les grandes orientations du budget 2024. Un budget sous contrainte, un budget frappé par la crise inflationniste, mais un budget malgré tout qui est toujours orienté investissement parce que c'est le choix que nous faisons pour notre territoire. Pour les autres budgets annexes, nous avons le budget annexe de l'eau qui va s'équilibrer à 2,4 millions en exploitation, 2,5 millions en investissement, avec nos projets toujours de remplacement, de branchement, de sécurisation de notre réseau, avec des extensions de réseau et puis quelques reports de 2023 que nous avons encore. Pour l'assainissement, un budget qui s'équilibre à 2,1 millions en exploitation, 2,3 millions en investissement. Là aussi, des reprises de canalisation sur Orange, Caderousse et Courthézon, intimement liées à nos travaux de voirie que nous sommes en train de réaliser. Des extensions de réseau, du remplacement de canalisation sur Orange et quelques subventions que nous pouvons verser sur ce budget annexe. Le SPANC, un petit budget, vous le savez, équilibré à 3 390 euros en exploitation. Les prestations de services en exploitation à 230 894 euros. Le budget annexe de la Grange Blanche 2, équilibré à 3 462 en fonctionnement, 3 282 en investissement. Vous le savez, on va connaître une seule opération, c'est l'acquisition et la revente du terrain que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et gestion des déchets, équilibré en fonctionnement à 13 millions et en investissement à 5 millions signe effectivement de l'importance des investissements qui sont attendus sur ce budget annexe, avec notamment près de 2 millions d'euros sur la collecte des déchets, des bacs à ordures ménagères, des acquisitions de bennes, des broyeurs à végétaux, des compacteurs, des composteurs. Vous voyez ce volume effectivement d'investissement qui est nécessaire. Le budget mobilité équilibré en exploitation à 2,7 millions et en investissement à 1 million. Là, nous avons toujours le schéma directeur cyclable pour 90 000 euros, des aménagements prévus et quelques réparations de bus, ce qui nous donne globalement pour notre intercommunalité une section de fonctionnement équilibrée à 59 millions d'euros et un investissement à 32 millions d'euros, soit un total budgétaire de 91,8 millions d'euros. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Chers collègues? Non? Bon, moi, effectivement, je salue les travaux d'investissement qui continuent et qui ont des conséquences. Ça a toujours été une attaque, le fait de dire qu'on faisait de la voirie, mais on ne fait pas que ça. Quand on voit notamment le parking des arènes à Châteauneuf qui arrive, ou l'ouvrage sur la Seille à Courthézon, où on a découvert vraiment un trésor qu'il faudra mettre en avant, où effectivement le parking de Châteauneuf qui est attendu, et qui sera réalisé parce que c'est une ville qui explose du fait de ces magnifiques manifestations qui ont lieu depuis plusieurs années sous l'excellente gestion de Claude Avril, tout pareil comme Courthézon, hein, je ne dis pas le contraire, ou Caderousse. Donc du coup, oui, ça va permettre aussi d'aider aux mobilités et à la bonne ambiance et à la festivité. Est-ce qu'il y a Bon, on passe au vote, j'ai compris. Pas monopoliser le temps de parole. Alors, 37 votants, 34 votes, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 20. Est-ce qu'il y a des remarques sur tous les comptes? Comme ça, après, on enchaîne les votes si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si vous avez des remarques globales. Pas de remarques globales, chers collègues? Non?
Allez, on est fou. Oui, je vois Pierre qui s'impatiente. Allez, on y va. Allez, c'est parti, échauffez-vous les pouces. Alors, 37 votants, 34 votes, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier 22. Allez hop, on est parti. Thierry, on n'a pas eu ton scrutin? Alors, 26 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. 22. Ah, je vais trop vite. Pierre, on n'a pas eu ton vote. C'est bon. 26 pour, 8 abstentions. Dossier suivant. Annexe O. « 26 pour, 8 abstentions. Dossier 24. Assainissement. Tu veux qu'on fasse une suspension de séance? Alors, 26 pour, 8 abstentions. Dossier suivant. Annexe mobilité. « 26 pour, 8 abstentions. Dossier 26. Gestion des déchets. Denis. Oui, je vois. C'est quand il n'y a plus de débat, ça. Alors, 26 pour, 8 abstentions. Dossier suivant. Ah, ben c'est toi. Ah oui, non, là, on n'est plus sur du budget. Vas-y, je t'en prie. On est attractivité du territoire. Vous le savez, effectivement, la commune d'Orange dispose d'un contrat de ville qui a été signé en 2015 et qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2023. Et le conseil municipal d'Orange a adopté un nouveau document en mars dernier. Les derniers indicateurs ont confirmé le maintien du périmètre, à savoir Fourchevieille, Comtadine, Aigues et Nogent-Saint-Clément. Ce nouveau contrat est conforme à la dernière circulaire du 31 août 2023 et met l'accent sur 3 orientations: la mobilisation partenariale élargie, la participation des habitants et l'articulation avec l'ensemble des contractualisations existantes sur le territoire. Le pays d'Orange en Provence est compétent pour intervenir sur 2 sujets, d'abord le développement économique et l'aménagement du territoire. Et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui avec le financement auprès d'initiatives Terre de Vaucluse qui interviennent dans ces actions d'accompagnement à l'entrepreneuriat dans ces quartiers dits prioritaires. Et puis sur la compétence aménagement voirie dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de l'Aigle notamment, qui est identifié comme nouveau programme national
de rénovation urbaine. Il nous est donc proposé d'adopter ce nouveau contrat de ville. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. Le dernier bâtiment devrait tomber en juin. Sur les 5, il en manquait un. Voilà, normalement en juin c'est fini. On pourra passer à la suite. Ok, on passe au vote. Alors, 34 pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. C'est toi ou c'est moi? C'est achat public? C'est bon ça? Ah bon. Allez, pas de problème. Nicolas. Le dossier suivant concerne la collecte et le lancement d'une procédure de consultation pour la collecte des colonnes EASY et les transferts et le transport des déchets. Compte tenu de l'enveloppe prévisionnelle de 6 550 000 €, une consultation a été passée avec un avis de publicité qui a été envoyé et dans l'objectif de conclure un accord cadre à bon de commande mono-attributaire sur 2 lots. Le premier lot concernant la collecte de proximité en colonne et le deuxième lot, le transfert et le transport. Les critères étaient 70% la prestation, le prix de la prestation et 30% la valeur technique. À l'issue de cette consultation, une entreprise a répondu, a remis une offre. Sur le lot numéro 1, pour la collecte de proximité, il s'agit de la société Paprec Méditerranée qui a obtenu une note de 98,5. Et sur le lot numéro 2, transfert et transport, c'est également la société Paprec qui a obtenu une note de 99,1. Il nous est donc demandé d'approuver la décision des membres de la commission d'appel d'offres qui s'était réunie en date du 29 mars 2024. Est-ce qu'il y a des questions ? Juste pour votre information, à terme, mais on refera de la communication en temps utile, on va unifier les colonnes bleues et jaunes. C'est une proposition qui nous avait été faite par l'ADEME et qui a été validée et qui sera validée. Donc ça nous permettra d'économiser aussi, de rationaliser, parce que parfois il y a du vide dans les colonnes. Et le mélange papier et carton, enfin le mélange jaune et emballage ménager, pardon, et le papier peut tout à fait se faire auprès des prestataires, à peu près de tous les prestataires, donc ça nous permettra là aussi de rationaliser un peu sur les coûts, voilà, et de digérer un peu plus la TGAP. On passe au vote. Alors, ça a pas, je le dis, on fera de la pub, enfin de la communication sur le sujet une fois que ce sera bien acté, donc pour le moment... Alors, 27 pour, 7 abstentions, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 29, là je crois que c'est Thierry, c'est ça? C'est ça, merci Président. Je t'en prie. Bien, donc il s'agit pour cette dernière délibération d'approuver la convention d'objectifs avec le Centre pour l'environnement et le développement des énergies renouvelables, le CEDER, et bien sûr le département de Vaucluse, au titre du déploiement du service d'accompagnement de la rénovation énergétique, le SAR. Ce dispositif, vous le connaissez puisqu'il est en place depuis plusieurs années et aujourd'hui, il s'agit de renouveler la convention telle qu'elle était sur les années précédentes. Donc le service public de la performance énergétique de l'habitat a été mis en place depuis 2021 dans le cadre du programme SAR qui s'appuie sur le réseau existant France Rénov'. Le département en est le porteur associé. Il pilote le déploiement et la mise en œuvre des actions du programme et en assure l'exécution financière. L'enjeu et d'offrir un service public d'accompagnement des particuliers et des professionnels allant du conseil, de l'information au suivi de travaux de rénovation globale dans un objectif de massification de la rénovation énergétique du territoire. Le CEDER, opérateur historique sur le Nord Vaucluse et la Drôme, est la structure de mise en œuvre du SPVEH sur le territoire du Pays d'Orange en Provence. Il s'engage à réaliser les actions décrites dans la convention proposée. Convention que vous avez tous eu en pièce jointe dans le dossier d'aujourd'hui. Le POP, donc le Pays d'Orange, s'engage à continuer de soutenir financièrement le CEDER en 2024 pour la réalisation de ces actions et à la même hauteur que les années précédentes. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver les termes de la convention d'objectifs entre le Pays d'Orange, le département et le CEDER, d'approuver l'adhésion annuelle du Pays d'Orange au CEDER d'un montant de 300 €, d'attribuer une contribution financière au CEDER pour un montant annuel de 11 110 €, d'autoriser le président à signer la convention de tout document, toute pièce administrative ou comptable relative à cette affaire, ainsi
que des actes nécessaires à la réalisation des actions spécifiques qui seront confiées au CEDER. De dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Voilà. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote? « 34 votes, le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et je vous remercie pour cette fin de séance amicale et paisible. Merci à tous.